Quel est le lien entre un robinet qui goutte, l'ensemble de Mandelbrot, une population de lapins, la convection thermique dans un fluide et l'activation des neurones dans votre cerveau? C'est cette simple équation. Disons que vous voulez modéliser une population de lapins. Avec X lapins cette année, combien en aurez-vous l'an prochain? Eh bien, le modèle le plus simple que je puisse imaginer consiste simplement à multiplier par un certain nombre le taux de croissance R, qui pourrait être, disons, 2, et cela signifierait que la population doublerait chaque année. Le problème, c'est que le nombre de lapins augmenterait sans cesse de façon exponentielle. Donc, je peux ajouter le terme 1 moins X pour représenter les contraintes de l'environnement. Et ici, j'imagine que la population X est un pourcentage du maximum théorique, donc elle va de 0 à 1, et à mesure qu'elle s'approche de ce maximum, ce terme tend vers 0 et cela limite la population. Donc voici la méthode logistique. Xn plus 1 est la population de l'année prochaine et Xn est la population de cette année. Et si vous tracez la population de l'année prochaine en fonction de celle de cette année, vous voyez que c'est juste une parabole inversée. C'est l'équation la plus simple que vous puissiez faire qui a une boucle de rétroaction négative. Plus la population devient grande ici, plus elle sera petite l'année suivante. Alors essayons un exemple. Disons que nous avons affaire à un groupe de lapins particulièrement actifs, donc R est égal à 2,6. Choisissons une population initiale à 40% du maximum, soit 0,4. Multiplions par 1 moins 0,4. On obtient 0,624. Donc la population a augmenté la première année. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est le comportement à long terme de cette population. Donc on peut remettre cette population dans l'équation. Et pour aller plus vite, on peut en fait taper 2,6 fois réponse fois 1 moins réponse. On obtient 0,61, donc la population a un peu diminué. Appuyez encore une fois. 0,619, 0,613, 0,617, 0,615, 0,616, 0,615. En continuant d'appuyer sur Entrée, la population ne change presque pas. Elle s'est stabilisée, comme dans la nature où les populations restent constantes quand naissance et décès s'équilibrent. Je veux maintenant faire un graphique de cette itération. Vous voyez ici qu'elle atteint une valeur d'équilibre de 0,615. Que se passerait-il si je changeais la population initiale? Je vais simplement déplacer ce curseur ici. Et ce que vous voyez, c'est que les premières années changent. Mais la population d'équilibre reste la même. Donc on peut essentiellement ignorer la population initiale. Donc ce qui m'intéresse vraiment, c'est comment cette population d'équilibre varie en fonction de R, le taux de croissance. Eh bien, comme vous pouvez le voir, si je diminue le taux de croissance, la population d'équilibre diminue. Ça a du sens. Et en fait, si R descend en dessous de 1, eh bien, alors la population chute et finit par disparaître. Donc, ce que je veux faire, c'est tracer un autre graphique où, sur l'axe des abscisses, j'ai R, le taux de croissance. Sur l'axe des ordonnées, je trace la population d'équilibre, celle obtenue après de très nombreuses générations. Pour de faibles R, les populations s'éteignent toujours. L'équilibre est donc 0. Lorsque R atteint 1, la population se stabilise. Et plus R est élevé, plus la population d'équilibre est élevée. Jusqu'ici, tout va bien. Mais maintenant, voici la partie étrange. Une fois que R dépasse 3, le graphique se divise en deux. Pourquoi? Que se passe-t-il? Eh bien, peu importe combien de fois vous itérez l'équation, elle ne se stabilise jamais sur une seule valeur constante. Au lieu de cela, elle oscille d'avant en arrière entre deux valeurs. Une année, la population était plus élevée, l'année suivante, elle est plus basse, puis le cycle se répète. La nature cyclique des populations est également observée dans la nature. Le nombre de lapins varie d'une année à l'autre, parfois plus, parfois moins. À mesure que R continue d'augmenter, la fourchette s'écarte, puis chacune se divise à nouveau. Maintenant, au lieu d'osciller entre deux valeurs, les populations traversent un cycle de 4 ans avant de se répéter. Puisque la durée du cycle, ou période, a doublé, on appelle cela des bifurcations par doublement de période. En augmentant R, on observe plus de bifurcations par doublement de période.
Elles arrivent de plus en plus rapidement, menant à des cycles de 8, 16, 32, 64, puis lorsque R atteint 3,57 au chaos. La population ne se stabilise jamais, elle fluctue comme si c'était au hasard. Cette équation a été l'une des premières méthodes pour générer des nombres aléatoires sur ordinateur. Cela permettait d'obtenir de l'imprévisible d'une machine déterministe. Aucun motif ni répétition ici. Si vous connaissiez les conditions initiales exactes, vous pourriez calculer précisément les valeurs. Donc on les traite comme des nombres pseudo-aléatoires. On pourrait croire l'équation restera chaotique, mais l'ordre revient avec l'augmentation de R. Il y a ces fenêtres de comportement périodiques stables au milieu du chaos. Par exemple, si R vaut 3,423, on observe un cycle stable de 3 ans. Et à mesure que R continue d'augmenter, il se divise en 6, 12, 24, et ainsi de suite avant de revenir au chaos. En fait, cette équation comporte des périodes de toute longueur. 37, 51, 1000, 52, tout ce que vous voulez, si vous avez simplement la bonne valeur de R. Ce diagramme de bifurcation ressemble à un fractal. Les caractéristiques et la grande échelle se répètent à des échelles plus petites. Et en effet, si vous zoomez, vous voyez qu'il s'agit en fait d'un fractal. Le fractal le plus connu est l'ensemble de Mandelbrot. Le rebondissement, c'est que le diagramme de bifurcation fait partie de l'ensemble de Mandelbrot. Est-ce que ça fonctionne bien? Petit rappel sur l'ensemble de Mandelbrot, il est basé sur cette équation itérée. Donc, la façon dont cela fonctionne, c'est que vous choisissez un nombre C, n'importe quel nombre dans le plan complexe, puis vous commencez avec Z égale à 0, et ensuite vous itérez cette équation encore et encore. Si ça diverge vers l'infini, alors le nombre C ne fait pas partie de l'ensemble, mais si ce nombre reste fini après un nombre illimité d'itérations, alors il fait partie de l'ensemble de Mandelbrot. Essayons par exemple C égale à 1, donc on a 0 au carré plus 1, ce qui donne 1. Ensuite, 1 au carré plus 1 égale 2, 2 au carré plus 1 égale 5, 5 au carré plus 1 égale 26. Donc on voit assez rapidement qu'avec C égale à 1, cette équation va diverger. Donc le nombre 1 ne fait pas partie de l'ensemble de Mandelbrot. Et si on essaye C égale à moins 1, eh bien on a 0 au carré, moins 1 égale moins 1, moins 1 au carré, moins 1 égale 0, et donc on revient à 0 au carré, moins 1 égale moins 1. On voit donc que cette fonction va continuer à osciller entre moins 1 et 0, donc elle restera finie, et donc C égale à moins 1 fait partie de l'ensemble de Mandelbrot. Normalement, quand on voit des images de l'ensemble de Mandelbrot, elles montrent juste la frontière entre les nombres qui font que cette équation itérée reste finie et ceux qui la font diverger, mais elles ne montrent pas vraiment comment ces nombres restent finis. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a réellement itéré cette équation des milliers de fois, puis on a tracé sur l'axe Z la valeur que prend effectivement l'itération. Donc si on regarde de côté, ce que vous verrez en fait, c'est le diagramme de bifurcation, qui fait partie de cet ensemble de Mandelbrot. Alors, que se passe-t-il vraiment ici? Eh bien, ce que cela nous montre, c'est que tous les nombres dans la cardioïde principale finissent par se stabiliser sur une seule valeur constante, mais les nombres dans cette bulbe principale, eux, finissent par osciller entre deux valeurs. Et dans cette bulbe, ils oscillent entre 4 valeurs. Ils ont une période de 4, puis 8, puis 16, 32, et ainsi de suite, puis on atteint la partie chaotique. La partie chaotique du diagramme de bifurcation se trouve ici, sur ce qu'on appelle l'aiguille de l'ensemble de Mandelbrot. Là où l'ensemble de Mandelbrot devient très fin. Et vous pouvez voir cette médaille ici, qui ressemble à une version plus petite de l'ensemble de Mandelbrot entier. Eh bien, ce que cela nous montre, c'est que tous les nombres dans la cardioïde principale finissent par se stabiliser sur une seule valeur constante, mais les nombres dans cette bulbe principale, eux, finissent par osciller entre deux valeurs, et dans cette bulbe, ils oscillent entre 4 valeurs, ils ont une période de 4, puis 8, puis 16, 32, et ainsi de suite, puis on atteint la partie chaotique. La partie chaotique du diagramme de bifurcation se trouve ici, sur ce qu'on appelle l'aiguille de l'ensemble de Mandelbrot. Là où l'ensemble de Mandelbrot devient très fin, et vous pouvez voir cette médaille ici qui ressemble à une version plus petite de l'ensemble de Mandelbrot entier. Eh bien, cela correspond à la fenêtre de stabilité dans le diagramme de bifurcation avec une période de 3. Maintenant, le diagramme de bifurcation n'existe que sur la droite réelle parce qu'on n'a mis que des nombres réels dans notre équation, mais toutes ces bulbes en dehors de la cardioïde principale, eh bien, elles ont aussi des cycles périodiques
de, par exemple, 3, 4 ou 5. Et donc, on voit ces images fantomatiques répétées si on regarde sur l'axe Z. En fait, elles oscillent aussi entre ces valeurs. Personnellement, je trouve cela extraordinairement beau, mais si vous êtes plus pragmatique, vous vous demandez peut-être, est-ce que cette équation modélise réellement des populations d'animaux? Et la réponse est oui, en particulier dans les environnements contrôlés que les scientifiques ont mis en place dans les laboratoires. Ce que je trouve encore plus incroyable, c'est la façon dont cette simple équation s'applique à un vaste éventail de domaines scientifiques totalement indépendants les uns des autres. La première grande confirmation expérimentale était venue d'un spécialiste de la dynamique des fluides, nommé Liebschaber. Il a fabriqué une boîte rectangulaire contenant du mercure et utilisé un faible gradient de température pour provoquer la convection. Juste 2 cylindres de fluide tournant en sens inverse à l'intérieur de sa boîte. C'est tout ce que la boîte pouvait contenir. Et bien sûr, il ne pouvait pas regarder à l'intérieur pour voir ce que faisait le fluide, alors il mesurait la température à l'aide d'une sonde placée en haut. Il a observé un pic régulier et périodique de température. C'est comme lorsque l'équation logistique converge vers une seule valeur. Mais en augmentant le gradient de température, une oscillation à la moitié de la fréquence initiale est apparue sur ces cylindres roulants. Les pics de température étaient moins élevés. Ils alternaient entre 2 hauteurs différentes. Il avait atteint la période 2 et en continuant d'augmenter la température, il a observé un doublement de période à nouveau. Maintenant, il avait 4 températures différentes avant que le cycle ne se répète, puis 8. C'était une confirmation assez spectaculaire de la théorie dans une expérience magnifiquement conçue. Mais ce n'était que le début. Les scientifiques ont étudié la réaction de nos yeux et des yeux de la salamandre à des lumières clignotantes, et ils ont découvert un phénomène de doublement de période. Une fois que la lumière atteint un certain rythme de clignotement, nos yeux ne réagissent plus qu'à un clignotement sur 2. C'est incroyable, dans ces articles, de voir apparaître le diagramme de bifurcation, même s'il est un peu flou, car il provient de données du monde réel. Des scientifiques ont donné un médicament à des lapins, provoquant une fibrillation cardiaque. J'imagine qu'ils pensaient qu'il y avait trop de lapins dehors. Enfin, si tu ne sais pas ce qu'est la fibrillation, c'est quand ton cœur bat de façon extrêmement irrégulière et ne pompe quasiment plus de sang. Et si tu n'interviens pas, tu meurs. Ils ont découvert qu'en allant vers la fibrillation, ils ont trouvé la route du doublement de période menant au chaos. Le lapin a d'abord eu un battement périodique, puis un cycle de 2 battements rapprochés, ensuite un cycle de 4 battements différents avant de recommencer, et enfin un comportement apériodique. L'aspect remarquable de cette étude est la surveillance en temps réel du cœur et l'utilisation de la théorie du chaos pour déterminer quand administrer des chocs électriques afin de rétablir la périodicité, ce qu'ils ont réussi. Donc, ils ont utilisé le chaos pour contrôler un cœur et trouver une manière plus intelligente d'administrer des chocs électriques afin de le faire battre normalement à nouveau. C'est vraiment incroyable. Et puis, il y a la question du robinet qui goutte. La plupart d'entre nous considèrent bien sûr les robinets qui gouttent comme des objets très réguliers et périodiques, mais beaucoup de recherches ont montré qu'une fois que le débit augmente un peu, on obtient un doublement de période, donc maintenant les gouttes tombent 2 par 2. D'un simple robinet qui goutte, on peut générer un comportement chaotique en modifiant le débit, ce qui amène à se demander ce qu'est vraiment un robinet. Eh bien, il y a de l'eau sous pression constante et une ouverture de taille constante. Et pourtant, ce que vous obtenez, c'est un goutte-à-goutte chaotique. Donc c'est un système chaotique vraiment simple. Vous pouvez expérimenter cela chez vous. Allez ouvrir un robinet juste un petit peu et voyez si vous pouvez obtenir un goutte-à-goutte périodique chez vous. Le diagramme de bifurcation apparaît à tellement d'endroits différents que cela commence à sembler étrange. Maintenant, je veux vous dire quelque chose qui va rendre ça encore plus étrange. Il y avait ce physicien Mitchell Feigenbaum qui étudiait le moment où les bifurcations se produisent. Il a divisé la largeur de chaque section de bifurcation par la suivante et il a découvert que ce rapport convergeait vers ce nombre. 4,669, ce qu'on appelle maintenant la constante de Feigenbaum. Les bifurcations surviennent de plus en plus rapidement, mais dans un rapport qui tend vers cette valeur fixe,
et personne ne sait vraiment d'où provient cette constante. Elle ne semble se rattacher à aucune autre constante physique connue, si bien qu'elle constitue en elle-même une constante fondamentale de la nature. Ce qui est encore plus fou, c'est qu'il n'est même pas nécessaire que l'équation prenne la forme particulière que je vous ai montrée plus tôt. Toute équation qui présente une seule bosse, si vous l'itérez de la même manière que nous l'avons fait, donc vous pourriez utiliser xn plus un égal sinus de x par exemple, si vous l'itérez encore et encore, vous verrez aussi des bifurcations. Non seulement cela, mais le rapport du moment où ces bifurcations se produisent aura le même facteur d'échelle. 4,669, toute fonction à une seule bosse, itérée, vous donnera cette constante fondamentale. Alors pourquoi ? Eh bien, on parle d'universalité parce qu'il semble y avoir quelque chose de fondamental et de très universel dans ce processus, dans ce type d'équation et dans cette valeur constante. En 1976, le biologiste Robert May a publié un article dans Nature à propos de cette équation précisément. Cela a provoqué une révolution parmi ceux qui ont étudié ce sujet. Cet article a d'ailleurs été cité des milliers de fois. Et dans cet article, il lance un appel pour que l'on enseigne cette équation simple aux étudiants, car elle offre une nouvelle intuition sur la façon dont des choses simples, des équations simples, peuvent engendrer des comportements très complexes. Et je pense toujours qu'aujourd'hui, on n'enseigne pas vraiment de cette façon. Je veux dire, on enseigne des équations simples et des résultats simples parce que ce sont les choses faciles à faire et ce sont celles qui semblent logiques. On ne va pas semer le chaos chez les étudiants, mais peut-être qu'on devrait. Peut-être qu'on devrait en semer au moins un peu, et c'est pour ça que je suis tellement enthousiaste à propos du chaos. Et de cette équation, parce que franchement, comment ai-je pu atteindre 37 ans sans avoir jamais entendu parler de la constante de Feigenbaum ? Depuis que j'ai lu le livre de James Gleick, Chaos, j'ai voulu faire des vidéos sur ce sujet et maintenant je m'y mets enfin et j'espère rendre justice à ce sujet parce que je le trouve incroyablement fascinant et j'espère que vous aussi.